Alors, vous êtes Thierry-Paul Valette, vous êtes né à Lisieux en 1976, vous êtes candidat aux Européennes 2024 et vous êtes le candidat d'une liste qui s'appelle Arc-en-Ciel, Europe Arc-en-Ciel, et vous êtes aussi le président du parti Europe Équitable. Exactement. Alors, nous venons de publier le rapport du conclave qui a réuni une cinquantaine d'experts, mais aussi de citoyens, pour réfléchir aux questions du futur à l'horizon 2040. Nous proposons des questions d'avenir à l'horizon 2040, et vous, vos 3 priorités dans ce long temps de 2040, quelles seraient-elles pour l'Europe ? J'en ai 2 qui me viennent toujours de manière spontanée. C'est une priorité géopolitique et une priorité démocratique. Et puis, bon, après il y en a une 3e, on aura le temps d'en discuter. Alors pourquoi une priorité géopolitique? Parce que finalement, l'Europe, ces 30-40 dernières années, elle a évité le sujet de la géopolitique. Elle est sortie des conflits, la Seconde Guerre mondiale, on est sorti de la guerre froide. Et à part le conflit qu'il y a eu en ex-Yougoslavie, c'est un conflit qui est interne à l'Europe et qui finalement n'est pas, même s'il y a eu des morts, même si c'est dramatique, ça reste pas un conflit, comme on dit, très important, très majeur. Et puis finalement, on a écarté donc toute cette problématique géopolitique. Et puis là, il y a eu la guerre en Ukraine en 2022. Donc c'était un choc. Et là, on s'est dit, voilà, le retour de la guerre sur le territoire, sur le sol européen, alors que même notre génération, par exemple, moi qui suis né dans les années 70, on n'a pas connu de guerre sur le sol européen et même sur le sol français. Donc là, ça a vraiment été un choc important. Donc la géopolitique est nécessaire. Et elle est nécessaire parce qu'elle va pouvoir donner à l'Europe l'occasion de penser sa manière de se défendre. Elle va pouvoir donner à l'Europe les moyens de aussi penser la manière dont elle va s'élargir. L'élargissement de l'Europe, ça va être quelque chose aussi d'important, ça va devenir quelque chose de stratégique. Et puis j'ai envie de dire que la guerre en Ukraine, avec la Russie qui a déclaré la guerre à ce pays européen, même s'il n'est pas encore membre de l'Union européenne, ça relance complètement la géopolitique, et on voit les différents blocs, la Chine, la Russie, et voilà. Donc l'Europe, elle doit être forte, elle doit se montrer forte. C'est important pour la citoyenneté, c'est important pour la sécurité, et j'ai envie de dire c'est important pour nos civilisations futures, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent mis de côté, et c'est un sujet auquel on ne pense pas en règle générale, et qui a son importance. Voilà. Est-ce que vous êtes pour l'élargissement de l'Union européenne ? Oui, je suis pour l'élargissement de l'Union européenne. Quel élargissement? Alors, quand on dit élargissement, il faut se dire qui et comment. Ça, c'est important. Et ça rejoint aussi la question géopolitique. Donc, question, voilà, elle est finalement, elle arrive au bon moment. Et alors, en 2023, fin 2023, il y a eu l'Ukraine, il y a eu aussi d'autres pays comme la Bosnie-Herzégovine. Donc ils ont été 4 à demander à intégrer l'Union européenne, et puis leur candidature a été acceptée. Et finalement, on se rend compte que ces choix, c'est pas des choix de défense finalement, parce que il y a eu cette intégration, cette étape dans le parcours des pays pour intégrer l'Union européenne. Et c'est vrai que finalement, c'est devenu comme un réflexe. On se dit, dès qu'il y a une crise, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer des pays à l'Union européenne. Mais ce n'est pas des simples réflexes finalement. Ce sont des idées qui sont pensées, qui sont stratégiques, qui sont nécessaires. Donc oui, l'élargissement de l'Europe, c'est quelque chose d'important. Et par exemple, si on prend les Balkans, c'était une poudrière. Elle est éteinte aujourd'hui, mais la poudrière, la mèche, elle peut s'allumer demain. Et on a vu la Première Guerre mondiale, 14-18, on a vu l'ex-Yougoslavie qui a explosé. Donc les Balkans, c'est important. Et il faut intégrer ces pays, et surtout les pays qui viennent aussi, qui sont issus du parc de Varsovie, voilà, qui
appartenaient à l'ancienne URSS. Il faut les intégrer parce qu'ils ont une histoire commune, ils sont européens, mais avec la géopolitique actuelle, on ne peut pas laisser des blocs comme la Chine ou comme la Russie essayer d'obtenir la tutelle de ces pays-là. Maintenant, la question qui se pose finalement, c'est la fragilité des pays. Et là, quand je parle de fragilité, j'ai envie de dire finalement, est-ce que l'intégrer, ça va affaiblir l'Europe, ou alors finalement ça va proposer une solution à ces pays. Donc il faut les accompagner. Et ce qui est important dans l'élargissement, c'est le processus d'intégration. Il est trop long. On ne peut plus se le permettre. Le monde va vite, tout va vite aujourd'hui. On n'est plus à l'époque de la guerre froide où les blocs s'installaient et évoluaient de manière assez lente et de manière j'ai envie de dire, voilà, comme une pieuvre avec ses tentacules. Non, aujourd'hui, tout est rapide. Donc, il faut accélérer le processus d'intégration. On ne peut pas se permettre d'attendre, en moyenne, c'est une dizaine d'années, on ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans parce qu'il y a des ingérences étrangères, il y a les blocs dont je viens de vous faire part qui sont là et qui, eux, n'attendent finalement que de pouvoir atteindre les failles de l'Union européenne. Donc oui, l'élargissement, c'est quelque chose de nécessaire. Après, la question est de se poser à combien de membres. J'ai envie de dire tous les pays qui souhaitent intégrer l'Union européenne, qui ont aussi une histoire commune, une géographie commune et qui ont les mêmes envies démocratiques. Et il faut accompagner aussi les pays dans le processus démocratique. Vous parliez de géographie européenne. La guerre s'est invitée sur le territoire européen. Je ne parle pas d'Union européenne, mais sur le territoire européen. Dans ce cadre-là, est-ce que vous êtes pour une défense à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle des nations? Alors, il y a deux parties dans ce que vous me dites. Est-ce qu'il faut une Europe finalement de la défense avec une armée propre où on serait plus sous l'égide des États-Unis, sous le cadre de coopération avec l'OTAN, et on pourrait avoir une force d'efficacité qui nous a manqué, notamment par rapport dans le cadre de la guerre au niveau des Balkans, et qui nous manque, on le voit, par rapport à la question ukrainienne. Et puis d'un autre côté, c'est l'Europe des nations face à l'Union européenne. Là, on pense fédéralisme, voilà, États-Unis d'Europe. Et oui, elle est importante. Elle est importante parce qu'il y a la guerre en Ukraine sur le sol européen. Même si l'Ukraine ne fait pas pour l'instant partie de l'Union européenne et qu'il y a tout un processus à faire, encore un travail à faire au niveau de sa démocratie et pas que, il faut avoir les moyens de se défendre, il faut avoir les moyens d'être aussi armé, parce que finalement, les choses que l'on met en place, ce sont plutôt des actions qui sont au niveau de la formation, voilà, formation militaire, ce sont des missions de surveillance, mais voilà, on n'a pas une défense libre à part entière. Quand Donald Trump avait menacé de quitter l'OTAN, il aurait pu quitter l'OTAN, bien évidemment, mais finalement, nous, ça nous affaiblit. Si on perd un allié comme les États-Unis, ça nous affaiblit parce que finalement, si demain les États-Unis sont confrontés à un conflit majeur, très important, et que nous, en Europe, on est confronté à un conflit, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on perd en capacité militaire. Donc il faut développer ce travail de coopération pour avoir une défense commune avec une armée commune, efficace et rapide aussi. Voilà, parce que l'efficacité, la rapidité, c'est quelque chose de primordial. Pouvoir se déplacer rapidement et de répondre présent sur la frontière d'un pays qui serait éventuellement en difficulté. Sur le domaine plus économique, les entreprises aujourd'hui sur le marché intérieur européen sont confrontées à des règles différentes en fonction des pays, dans leur évolution, dans leur développement. Aujourd'hui, quel est votre point de vue sur l'harmonisation du droit européen, alors le droit des affaires, bien sûr, par exemple un code européen du droit des affaires qui est finalement l'initiative de citoyens et d'entreprises, pas du tout de la Commission européenne ou
en tout cas des politiques. Donc c'est une initiative privée finalement pour aider les entrepreneurs à entreprendre justement à l'intérieur de l'Europe. Ça c'est un exemple. Sur le droit privé aussi, le droit des familles par exemple en cas de divorce, c'est toujours très compliqué. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'harmonisation du droit européen, donc à l'échelle européenne, ou à des coopérations nationales entre pays? Quelle est votre vision sur ce champ du droit européen? Alors j'ai envie de dire que le processus d'harmonisation du droit européen, du droit des affaires, voilà, être pour ou contre, la question ne se pose pas parce que c'est un processus qui est déjà engagé et qui est abordé depuis quelques années. Maintenant, l'essai doit se transformer. Et ce qui serait intéressant, c'est de se transformer en véritable code. Voilà, qu'il y a un véritable code juridique dans le droit des affaires, par exemple. Et c'est vrai que là, vous parliez des entreprises. Mais finalement, à l'échelle européenne, les entreprises, 99% des entreprises, ce sont les TPE et les PME. Voilà, donc les petites entreprises. Donc j'ai envie de dire aussi les commerçants. Et c'est vrai qu'eux sont souvent laissés de côté. Et pourtant, c'est important. C'est important pour l'économie, c'est important aussi pour le facteur humain. Pour l'emploi. Voilà, exactement. Et puis, le marché unique, c'est un pilier, c'est un des fondamentaux de l'Union européenne. Donc, si on accompagne au travers d'un code du droit des affaires pour justement aider et renforcer les entreprises à se développer, à s'installer, à survivre à des crises, il y aurait une traduction en termes économiques. On peut parler d'environ à peu près 14% pour chaque pays des États membres au niveau des revenus. Parce qu'il y aurait une traduction. Alors après, 14%, de quelle manière ça va être réparti, sur quelle classe sociale, ça c'est d'autres complications. Mais voilà, donc il y aura à peu près 14%. Et puis au niveau des transactions économiques entre les États membres, je crois que de mémoire, c'est à peu près entre 30 et 35% d'augmentation qu'il y aurait. Donc voilà, il y a un intérêt à ça. D'accord. Quelle action, dans votre action européenne que vous avez eue jusqu'à présent, vous êtes le plus fier? Action européenne dans le champ du politique. Après, j'aurais une autre question dans un champ plus personnel. Alors, dans le champ du politique, moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai pas fait les grandes écoles. J'ai étudié un petit peu le droit. J'ai été directeur de centre de profit. J'étais antiquaire. J'ai eu des associations. Et après, je suis devenu militant social et militant politique. Avec un petit peu de géopolitique à mes débuts. Et finalement, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et la crise des Gilets jaunes, voilà, moi je vais vous répondre par l'engagement citoyen au travers de la crise des Gilets jaunes. Parce que la crise des Gilets jaunes, finalement, c'était quoi? C'était pas que la traduction d'une crise sociale française, ça a été aussi la défiance d'une crise, d'un symptôme des crises européennes, défiance vis-à-vis de Bruxelles et des gouvernements et des dirigeants. C'est un mouvement européen, une idée. Exactement, voilà, vous me ôtez les mots de la bouche, et ça a été aussi un mouvement européen. Et qu'est-ce que finalement ça montre? Ben, ça montre que le citoyen peut s'engager, le citoyen peut faire des liens entre ce qu'il vit dans son pays, voire dans son territoire. Et il y a des résonances et des incidences à Bruxelles. Et après, bien évidemment, il faut les traduire. Et puis c'est vrai que le fonctionnement européen entre son Parlement, sa Commission, bon, les gens connaissent mal l'Europe, malheureusement, c'est ça. C'est assez complexe. Il faudrait complexifier aussi la manière dont fonctionnent les institutions, parce que c'est une démocratie, avec des institutions, avec une séparation des pouvoirs. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses à améliorer en termes de démocratie. On va simplifier la machine. Ah, mais complètement. Nous ne sommes pas que des machines, nous sommes aussi des hommes et des femmes, des humains. Et à titre plus personnel, vous vous présentez pour un scrutin à l'échelle européenne. À titre plus personnel, qu'a été chez vous, dans votre parcours, le déclencheur, cette envie de briguer un mandat européen? Ça peut être dans votre enfance, dans votre jeunesse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché chez vous l'intérêt pour les questions européennes? Bien sûr. La guerre en Ukraine. Voilà. Alors, à l'époque des Gilets jaunes, on avait présenté une liste, on avait essayé de politiser le mouvement, finalement, pour en faire une force, j'ai envie de dire, politique.
et il y a eu l'élection européenne, donc on a tenté l'aventure. Sauf que c'était ni le moment, c'était impossible et c'était très mal perçu. Donc j'ai envie de dire que moi personnellement, c'est un peu crapuleux, c'est pas grave, et en fait c'est pas méchant en soi, j'ai pris un petit peu en otage l'élection européenne. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis senti concerné. J'ai des amis qui sont ukrainiens, qui sont à Paris et qui vivent aussi à Lviv là-bas. Et j'ai voulu me rendre utile. Donc je suis allé sur place au début du conflit pour participer à la sécurisation d'un camp de réfugiés. C'était à Médica. Voilà. Donc il fallait lutter contre le proxénétisme, la problématique des femmes en cas de conflit, les enlèvements d'enfants aussi, les viols. Voilà, les viols. Et donc Médica n'était pas sécurisé, il a fallu sécuriser le camp. Donc je suis resté à peu près 2 mois. Et après je suis rentré en France et ça m'a donné une véritable conscience européenne. Après je me suis interrogé. Le déclic, c'était ça. Oui, ça a été vraiment le déclic fondamental. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette envie, pourquoi je me sens attiré, au-delà des amitiés que j'ai avec certaines personnes? Parce que l'Ukraine, c'est l'Europe aussi. Et c'est important. Et que finalement, il y a une méconnaissance des pays au niveau du bloc de l'Est. Alors que c'est une histoire commune, avec des démocraties qui sont aussi communes. Et je me suis lancé, je me suis dit de toute façon l'Europe c'est important. L'avenir d'un pays, d'un État membre passe aussi par Bruxelles. Il y a beaucoup de choses à faire et finalement il faut aider l'Europe. Il faut l'aider en s'investissant en tant que citoyen, en tant qu'acteur social, en tant qu'acteur politique. Et c'est une belle aventure. Merci pour ce mot de la fin, une belle aventure. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Valette. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci. Merci.